Bien, alors nous allons donc aujourd'hui continuer et peut-être finir, peut-être pas sur ce site de Dalverzin Tepe, donc un excellent représentant du réseau des villes moyennes développé à l'époque Kushan. Donc j'ai indiqué la dernière fois les informations sur la fouille, la manière dont il a été publié. Ce qu'on voit tout de suite par le plan, c'est que, bon, on a un schéma topographique et évolutif, en fait, assez proche de ce qu'on avait à Campir Tepe. Au départ, une citadelle qui est ni ronde ni carrée, en fait, une citadelle fortifiée, qui fait 4 hectares. Alors, 4 hectares, c'est la taille probable de la citadelle de Campir Tepe avant qu'il y ait des effondrements. C'est celle aussi de Zadian. Je me demande si ce n'est pas celle aussi de Dilbergine. Donc, bon, ça a peut-être été un gabarit un peu standard de, disons, de citadelle susceptible d'être défendue avec une force pas trop importante. Bien. Donc, cette citadelle s'est trouvée elle-même flanquée plus tard d'une ville basse puissamment fortifiée. Alors, bon, là... les réflexions sur le plan urbanistique ne peuvent pas être aussi raffinées qu'on l'avait fait pour Campir Tepe. D'une part parce que c'est moins fouillé, et puis d'autre part parce que de manière quand même un peu inexplicable, le seul plan topographique disponible à ce jour n'est vraiment pas à la hauteur du reste de la publication. Ouais, les courbes sont beaucoup trop lâches et en fait on ne voit pas grand-chose. Bien. Ceci dit, ce qu'on devine, c'est que c'est pas très structuré. Il y a une rue principale qui est ici, qui n'est d'ailleurs pas parfaitement rectiligne. Voilà, qu'on voit comme ça, qui ondule. Quelques autres, voilà, une rue là, des petites rues, mais rien semble-t-il, qui traverse de bout en bout, ou du moins dans l'état final, qui traverse de bout en bout le site. On devine aussi que le plateau est creusé d'un certain nombre de dépressions. C'est marqué ici Haouz, ça veut dire bassin, parce qu'on sait que ces dépressions étaient aménagées. Ça servait à stocker l'eau, ça servait éventuellement de parc. Et puis, on voit aussi que les quartiers, voilà, indiqués, ne forment pas en fait un ensemble compact. On a plutôt une structure en îlots dispersés en fonction des petites buttes du relief. Ce qui rappelle assez, disons, la présence des grands bassins et le caractère non contigu des quartiers peut rappeler ce qu'on avait vu à Nisa, et ça rappelle aussi beaucoup ce qu'on a à Samarcande. Et ça ne rappelle pas du tout en fait ce qu'on a vu à Campir Tepe, où on a un urbanisme beaucoup plus dense et beaucoup plus planifié. Alors, il y a en fait, bien que les deux sites soient d'une taille comparable, Campir Tepe a dû faire aussi 20 à 30 hectares, il y a des différences considérables, à peu près, et en fait à peu près rien en commun entre ces deux villes, ce qui est quand même une constatation intéressante. Le site fait donc 31 hectares, c'est pas tellement plus grand que Campir Tepe, mais en tout cas ça fait de lui le plus grand de la vallée du Surkhan Daria, après Termez qui occupe le confluent du Surkhan Daria et de l'Oxus. Alors, contrairement, voilà, on avait donc ici le plan de situation, Dalverzin étant ici, Campir étant ici, Termez étant ici. Ici, la vallée du Surkhan Daria, et à partir de ces montagnes-là, on entre dans le pays de la Sogdiane, qui n'a jamais été occupé de manière continue par les Couchans. Contrairement à Campir, où l'arrière-pays agricole est petit, enfin c'est des petits bouts, des petites têtes des petits deltas intérieurs tout dispersés et qui n'étaient certainement pas suffisants à l'alimentation de la ville. Ici, le site occupe
une riche plaine agricole, grande. Voyez, tout ce qui est en blanc, en fait, c'est ce qui pouvait être atteint par l'irrigation. Les zones non atteignables par l'irrigation sont en grisé. Donc, bon, les dimensions, j'emprunte ça à un travail de Sébastien Stride qui a fait une excellente thèse, malheureusement pas publiée ou seulement sous forme de quelques articles, sur la cartographie et la géographie historique de la zone du Surkhan Darya. C'est vraiment dommage que ce travail n'ait pas pu être publié. Alors, il ne donne pas les dimensions, mais on voit tout de suite, c'est beaucoup plus grand que ce qu'il y a autour de Termès, que ce qu'il y a autour de Campir Tepe. Dalverzine est ici. À 30 km au nord, un autre site très important dont je vais être amené à reparler. C'est aussi une fondation Kushan, Khalchayan. C'est en fait le site sur lequel l'équipe de Tashkent s'est fait la main avant de fouiller Dalverzine, et ensuite ils sont passés à Campir. Et Khalchayan est un site très déconcertant parce que ce n'est pas une ville, c'est un site cérémoniel avec, vous verrez, un pavillon, semble-t-il un pavillon royal, peut-être cultuel, peut-être pas, en tout cas dédié à l'exaltation des débuts de la dynastie Kushan. Ça c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Disons, voilà, quelque chose qui peut-être aurait pu être en plus petit ce qu'était la vieille Nissa. Sauf que là, c'est à 30 km de la vraie ville, c'est pas 1,5 km. Bien. On sera amené à revenir là-dessus. Alors, toute cette grande plaine du moyen Surkhan Darya n'était pas vraiment mise en valeur à l'époque grecque ou achéménide, où vraiment les grands sites sont concentrés en bas de la vallée. Cette plaine moyenne a été vraiment mise en valeur, c'est les Couchants qui l'ont mise en valeur. C'est pas non plus... on sait que les Couchants, parfois, ont fait mettre en valeur des plaines que les Grecs avaient délaissées. C'est ce qu'on constate aussi à l'ouest d'Aïkhanom. Et là, c'est le cas aussi. Cette plaine, la mise en valeur de cette plaine, donc non pas tellement par la rivière principale, mais plutôt par les rivières de Piémont, des canaux dérivés des rivières de Piémont, ça a continué sans interruption jusqu'à l'époque mongole. À l'époque pré-mongole, c'est le siège d'une très puissante principauté qu'on appelle Chaganyan, qui est en même temps un centre culturel. Bon. Après l'époque mongole, il y a un déclin, des phénomènes de badlands, d'érosion, qui font qu'il y a une certaine déprise agricole. Malgré tout, ça reste quand même une région... il y a eu une remise en valeur après, à l'époque soviétique. Le site, la ville elle-même était alimentée par un canal tiré quand même sur 40 km de long à partir d'une des rivières de Piémont. Donc, il y a vraiment eu de l'ingénierie pour mettre en valeur le site. On n'a pas tellement de données sur la banlieue, mais il semble, au fil des publications, on voit qu'elle semble avoir été quand même assez fortement occupée. Bon, on a la nécropole, évidemment, c'est normal, mais on a aussi, on verra, un sanctuaire bouddhique hors les murs. Il semblerait qu'il y ait également des grandes villas, hein, comme la banlieue d'Aïkhanom. Et encore une fois, pas du tout comme à Campir Tepe, où il n'y a rien en dehors des murs, à part les édifices funéraires. Deuxième différence importante avec Campir Tepe, c'est que, il y a un même développement depuis une citadelle à une ville basse fortifiée, mais les étapes de ce développement ont été parcourues plus tôt. L'évolution de Dalverzine Tepe est en avance. C'est-à-dire que la citadelle, elle est d'époque gréco-bactrienne, à un moment où il y a déjà un établissement à Campir Tepe, un établissement de potier, mais qui n'est pas fortifié. Et puis, alors la fortification de la ville basse, les fouilleurs l'attribuent au début de l'époque Kushan, premier siècle de notre ère. Ils ont pensé à Kujula IV, l'époque de Kujula IV, le premier grand empereur. Oui, ça pourrait être aussi ce Soter Mégas qui semble avoir de plus en plus de popularité auprès des archéologues et des numismates, et dont on a vu la semaine dernière qu'il était probablement le grand initiateur de la ville de Campir Tepe. Ça pourrait être ce moment-là. Il y a quand même un... Bon, les fouilleurs soviétiques ont eu tendance à dater systématiquement tout à partir des monnaies, sans toujours prendre en compte le fait que les monnaies ne donnent qu'un terminus postquem. Des monnaies qu'on trouve dans des briques ou dans des sols
elles peuvent en fait avoir été déposées longtemps avant. Notamment, c'est particulièrement dangereux avec les monnaies qu'on trouve dans les briques, puisque les briques étaient faites en creusant dans les niveaux, en creusant des fosses à glaise, des fosses à terre dans les niveaux inférieurs, et tout ça peut très bien faire remonter un matériel beaucoup plus ancien. Donc, il y a un petit bémol peut-être à apporter sur la chronologie. On s'aperçoit maintenant à propos de certains sites qu'ils ont peut-être daté un peu trop haut. Bon, pour Alverzine, il y a des indices que peut-être ça a parfois été daté un peu trop haut. Autre différence avec Campire, où la citadelle a été démilitarisée dès le moment où on avait fait la ville basse. Ici, elle n'a jamais cessé d'être occupée et renforcée. On a continué à refaire le rempart, et le rempart de la ville basse est également refait en pleine époque, au IIe siècle, avec le système de rempart à galerie qui n'existait pas avant et qui devient à ce moment-là le système standard de l'époque Kushan. Donc, bon, on voit tout de même un site qui n'est pas énorme, mais qui a dû avoir une importance politique vraiment très forte. Encore une différence avec Campire Tepe, qui est donc un site mort jeune, qui est brutalement, comme je l'avais dit, abandonné vers 150 après Jésus-Christ. D'Alverzine est mort plus tard et plus lentement. Il semble qu'il y ait un abandon progressif à la fin de l'époque des Grands Couchants, c'est-à-dire à partir du début du IIIe siècle, sauf certains îlots, comme le temple bouddhique qui a été découvert en fait assez tardivement au beau milieu de la ville, et dont le dernier état est daté par des monnaies de Kanishka III, donc ça nous mettrait le troisième quart du IIIe siècle. Et en fait, j'anticipe là sur ce qu'on y a découvert, stylistiquement, les sculptures bouddhiques qu'on y a trouvées, notamment ce bodhisattva géant, tout paré, tout couvert de guirlandes de fleurs, ne peut pas, selon Gérard Fussman, remonter au IIIe siècle de notre ère. Ce serait... il considère que ça ne peut pas être plus tôt que le IVe siècle. La mode des grands bodhisattvas et des statues, disons, de proportions très exagérées, voire colossales, est quand même un phénomène largement lié à la progression du Mahayana. Et c'est plutôt, du point de vue des historiens d'art, ça serait plutôt du IVe siècle ou après. Un détail intéressant est que on a trouvé à D'Alverzine une inscription Pélévi, un ostracone, donc sur encre, sur un tesson. C'est la seule inscription Pélévi jamais retrouvée au nord de l'Oxus. Le seul ostracone Pélévi jamais retrouvé au nord de l'Oxus. En fait, il y a quelques petits graffitis Pélévi à Termèse, et il y a un graffiti Pélévi à Penjikent, mais beaucoup plus tardif, en Sogdiane. Un ostracone, en principe un document administratif. Et donc, c'est un indice très ténu, mais un indice quand même qu'il y a pu y avoir au IIIe siècle une administration sassanide directe dans la région, ce qu'on soupçonne par d'autres arguments, notamment numismatiques. Donc on voit quand même que le site avait gardé une importance administrative. L'abandon complet se situerait dans la deuxième moitié du IVe siècle, qui est une période sombre pour toute la région, avec les invasions dites chionites. Chionites, c'est en fait le même nom, avec un suffixe ryon, c'est le même nom que nos Huns, et que les Xiongnu de la Chine. Ça a été une période certainement sombre pour la Bactriane, et après ça, on n'a vraiment plus grand-chose sur le site. On a des squatteurs et des réoccupations funéraires qui se poursuivent jusqu'au 8e siècle. Encore une différence importante avec Campire Tepe, capitale même, c'est ce que j'appellerais le faciès social. À Campire, on a vu une population très homogène, pas riche, qui a l'air de vivre en petites unités de voisinage,
Et évidemment, les fouilleurs pensent à une population de dépendants militaires, voilà, de colons militaires. Et puis on n'a vraiment rien, aucune habitation à Campir Tepe qui donne l'impression d'un habitat aristocratique, peut-être à un endroit à la citadelle, ça serait peut-être le logis du gouverneur, bon voilà, mais sinon c'est très très homogène, c'est vraiment assez casernal. Bien. Pas du tout à Dalverzin Tepe. On ne perçoit pas du tout dans la fouille ce type de population. Alors, bon, là, ils étaient peut-être à la citadelle. La citadelle n'est pratiquement pas fouillée car occupée par un cimetière musulman moderne. À l'époque soviétique, les archéologues pouvaient parfois négocier le déplacement d'un cimetière musulman. Depuis les indépendances, ce n'est pas possible. Les archéologues d'Asie centrale savent qu'on ne déplace pas les tombes musulmanes. Alors en bas, ce qu'on a fouillé, c'est soit des maisons vraiment d'un niveau social assez élevé, qu'ils ont appelé des maisons patriciennes, et bon, c'est un terme assez heureux, soit des demeures d'artisans. Voilà, on a une vie commerçante et puis une société locale d'un haut niveau. Également, alors à Campir Tepe, j'avais dit, il n'y a pas une peinture murale. À Dalverzin, on en a trouvé dans au moins 3 maisons, et vous allez voir d'une très haute qualité. Ce qu'on peut donc voir en premier, c'est les deux grandes maisons dites patriciennes, dont la construction est venue bloquer à l'extrémité ouest la grande rue, ce qui a peut-être été à l'origine, parce qu'il semble qu'on ait une porte ici, une grande rue transversale. Alors voilà, une axonométrie d'une de ces maisons. Alors, l'origine du plan, vous le reconnaissez, c'est les maisons d'Aïkhanoum, qu'a montré Guy Lécuyot, avec donc une avant-cour, une grande pièce de réception, avec un corridor, là, c'est pas, disons, voilà, ça subsiste sur 2 côtés, un corridor, et les pièces d'habitation rejetées à la périphérie, et un système d'antichambre. Enfin, vous avez même ici un double système, puisqu'on avait là une première antichambre avec, en fait, vous voyez, ils en ont dessiné qu'une, mais il y avait des colonnes en bois, comme on a donc ce qu'on a à la maison hors les murs d'Aïkhanoum, hein. Et puis une sorte de deuxième petit vestibule ici à l'arrière. En termes d'architecture iranienne, on pourrait presque déjà appeler ça un iwan. Hein. Alors il y a quand même une évolution. C'est très grand. Hein. J'ai pas noté les chiffres là, mais c'est des superficies. C'est vraiment des grandes villas. L'élément central, vous voyez tout de suite, a des murs plus épais que les autres et des poteaux de bois insérés dans le mur. Ça veut donc dire que c'était prévu pour porter un étage. On n'a pas trouvé d'indice qu'il y ait eu un étage couvert qui serait tombé. Ce que pensent plutôt les fouilleurs, c'est que le plafond était très haut. Et que donc cet élément central se marquait par une élévation supérieure au reste de la maison. Ça, c'est nouveau. On n'avait pas ça à Aïkhanoum. Et puis, au lieu que les pièces d'habitation soient régulièrement disposées en pis tout autour, en fait, on voit que ici, c'est assez secondaire. Et en revanche, voilà, ici, on a presque une deuxième maison en réalité, avec une grande pièce là, bien. Une espèce de bipartition. Et puis une cour de service à l'arrière, qu'on n'a pas à Aïkhanoum. Donc il y a quand même une évolution. Ce que Paul Bernard a analysé, les changements de plan. Alors, une autre évolution intéressante. On a l'impression qu'il ne se lave plus. Voilà. À Aïkhanoum, dans toutes les maisons, même les plus modestes, y compris dans une ferme, on a des installations de salles de bain avec des mosaïques de petits galets. Ici, je crois sur le plan, on voit, oui,
il y avait un vague local à l'extérieur où on devait pouvoir s'asperger et avec une évacuation par tuyau. Dans l'autre maison, on n'a même pas ça. Donc évidemment, je ne vais pas dire qu'il ne se lavait jamais, mais enfin, on a les stéréotypes de la littérature byzantine qui disent que les Iraniens ne se lavaient pas et se couvraient de parfum. Voilà, bon, alors en fait, évidemment, c'est des stéréotypes. En réalité, on devait avoir une pratique de l'hygiène sèche avec des changements fréquents de vêtements, etc. Bon, des poudres, ce qu'on a dans la culture de cour à Versailles, par exemple. Bon. Ici, bon, on a donc cette vague salle de bain, l'autre, il n'y a rien. Ça devait être vraiment très très somme, mais en tout cas, visiblement, ce ne sont plus des fonctions auxquelles les habitants, même s'ils continuent évidemment à les pratiquer, ce ne sont plus des fonctions auxquelles ils attachent une grande importance dans le décorum de la maison. Alors qu'à l'époque grecque, visiblement, ils sont très fiers de leur salle de bain. Il y a des mosaïques, encore une fois, il y a des dispositifs sophistiqués avec des guichets pour attraper l'eau chaude depuis une pièce à l'arrière où on doit les faire chaud, où on les met sur un chaudron. Bon, ici, c'est vraiment réduit à très peu de choses. Bon, ce schéma qui devient bipartite, on peut se demander tout de même à quoi ça correspond. Alors, bon, on peut faire des hypothèses. Est-ce que cette partie serait plus publique, cette partie plus privée? Est-ce qu'il faudrait envisager la bipartition en termes de genre, c'est-à-dire qu'on aurait plutôt par ici l'androne et plutôt par ici le gynécée? Ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant dans cette archéologie. C'est que, bon, il y a des questions. Il y a des questions auxquelles l'archéologie n'apporte pas de réponse. Notamment, il y a vraiment un élément de la vie sociale que les fouilles permettent vraiment difficilement d'appréhender, c'est les rapports spatiaux entre hommes et femmes. C'est vraiment difficile. À Penjikent, ils ont des hypothèses, parce que là, les maisons avaient des étages. Donc, avec des balcons qui donnaient à l'extérieur, et on sait par les peintures que ces balcons avaient des mouchards habillés. Donc là, on soupçonne que les femmes sont plutôt à l'étage et les hommes plutôt en bas. Ici, c'est difficile à dire. Peut-être effectivement les femmes plutôt ici, peut-être les hommes plutôt par ici. Bon, voilà, on peut faire que des hypothèses. Alors, on soupçonne aussi. Alors voilà, à l'arrière ici, on a une pièce avec, vous voyez, un foyer mural creusé dans le mur, une petite plateforme devant et une banquette par devant. C'est quelque chose sur lequel on va peut-être être amené à revenir la semaine prochaine au séminaire. La bouteille à l'encre des chapelles domestiques, c'est systématiquement publié par eux comme des chapelles, avec un feu sacré ici et éventuellement devant une banquette pour installer des images de divinités. Bon, ça peut se discuter dans certains cas. Dans un cas comme celui-là, je suis vraiment d'accord avec Paul Bernard, ça se comprend beaucoup mieux comme un salon d'hiver, avec donc un chauffage parabolique ici et une banquette tout simplement pour s'asseoir devant. Donc là, une bipartition entre, disons, pièces de réception d'été et pièces de réception d'hiver. Alors, là, j'ai dit une vie sociale d'un niveau assez élevé et également assez divers, structure professionnelle qui paraît assez diversifiée. Il y a des installations commerciales, on a des installations en rapport avec le vin. Alors, on a trouvé un pressoir à vin hors les murs au sud, et ici, voilà, ce serait ici une gargote. Peut-être pas loin de là, justement, il y a peut-être une porte ici, donc ça pourrait être évidemment, ça pourrait être en rapport. Alors, je vous montre à gauche ce qu'ils ont donc trouvé hors les murs, le pressoir à vin. Alors évidemment, ils ont trouvé que la partie basse, donc c'était dallé de briques cuites, et puis il y a des briques cuites également sur le côté. On a d'autres exemples en Asie centrale, mais celui-là est le plus ancien.
On a un pressoir en pierre à Hanoum, mais on ne sait pas si c'était pour le vin ou pour l'huile. Ici, c'est clairement pour le vin. Et puis une jarre où le jus s'écoulait. Alors évidemment, il faut imaginer par-dessus tout. On entassait les raisins, on mettait des clayonnages, et puis il devait y avoir un système de gros bras à levier, enfin bon, de pressoir. C'est pas les pressoirs très sophistiqués qu'on a dans le monde romain. C'est vraisemblablement, peut-être même tout simplement des clayonnages sur lesquels on marchait. Le raisin était écrasé et ça coulait dans la jarre. Et puis, suite de la chaîne de production, donc à l'intérieur de la ville, cette petite pièce qui est probablement une gargote à vin, avec les jarres, donc vous reconnaissez ça parce qu'on l'a vu à Nisa, les jarres enfouies à moitié dans le sol, pour conserver, et vraisemblablement la vente avait lieu donc sur place, puisque les fouilleurs ont trouvé un nombre assez important de piécettes, de petites pièces de cuivre. Bon, voilà, ça c'est typique. Quand les endroits où on trouve des petites pièces, une grande quantité de petites pièces dans un endroit apparemment modeste, on peut fortement soupçonner une activité commerciale. Bon, là, ça devait être ça. Donc, visiblement, on est dans une région viticole. D'ailleurs, elle l'est toujours aujourd'hui. Hein, les piémonts du Baïsoun, c'est une région viticole. Alors, pour essayer donc d'aller au-delà de ces réflexions, qu'est-ce que cette ville? Elle est donc j'ai mis Khalchayan ici, donc Dalverzine est à 30 km au sud. Est-ce que ça a été une capitale? Question peut se poser. Les fouilleurs ont pensé que, vu l'importance du site qui est encore une fois sans véritable équivalent, on dirait dans toute la zone à part Termez, ils ont pensé que c'était la première capitale des Couchans. La première capitale, en fait, du Yabgou du clan Couchan, qui plus tard va soumettre les 4 autres Yabgous et fonder la monarchie Couchane. Ça remonterait à cette étape. Bien. Il y a un argument employé en faveur de ça, je vais être amené à revenir là-dessus, c'est qu'à Khalchayan, à 30 km au nord, on a vraiment un monument qui exalte un des premiers souverains de la dynastie Couchane. Donc, est-ce que ce serait le site de leur première capitale avant qu'ils ne se déplacent au sud et s'installent à Bactre? On peut en discuter, parce que, en fait, le Yabgou Couchan, il était ici. Voilà. On le sait parce que les premières monnaies qui portent le titre Couchan sont trouvées dans cette zone, et d'autre part, les textes chinois nous apprennent que le siège du Yabgou Couchan avant l'unification s'appelle Hutsao, qui en fait correspond à une prononciation ancienne de Oxus. Donc on est dans cette zone-là, près de dans la zone où il y avait le temple de l'Oxus à Tartisanguine. Voilà, on est l'Oxus qui était en fait ici, sur le bas-cours de l'Oxus. Les Couchans, le prince Couchan, son domaine est ici. Ici, on serait en principe, jusqu'à la fin du 1er siècle, au début du 1er siècle de notre ère, dans le ressort d'un autre des 5 Yabgous. Je vous ai déjà présenté cette carte, c'est ma propre tentative pour essayer de localiser sur le terrain les indications des sources chinoises sur ces 5 Yabgous. On serait chez le Yabgou de Shuangmi. Le nom subsiste au Moyen-Âge sous le terme Shuman. Ça couvrirait à la fois la plaine de Douchambé, ici, voilà, et d'Alverzine. En fait, la frontière entre Ouzbékistan et Tadjikistan passe ici, mais on est en réalité tout près de Douchambé. C'est la même région. Donc, est-ce que ça aurait été le siège du Yabgou de Shuman? En tout cas, il y a une chose qu'on peut dire. À l'époque ultérieure, à l'époque donc, où le royaume Couchan est unifié, il y a des familles à Dalverzine Tepe qui sont des grandes familles liées à la famille royale. On dirait, voilà, en anglais, on dirait, il y a des gens qui étaient well connected. Et on a des indices qu'ils étaient well connected.
des indices très parlants. Voilà. Voilà. Ça, c'est assez parlant, et c'est encore plus parlant que qu'on peut avoir l'impression au seul vu de ces images. C'est un trésor de 115 objets d'or qui a été retrouvé empilé dans une cruche qui avait été enfouie dans cette maison patricienne, entre deux sols, dans une petite pièce ici, jamais récupérée. Petite anecdote, ce qui m'a été raconté par Edouard Veladze, qui a fait en fait, enfin, qui était responsable de la fouille à ce moment-là, il pouvait craindre le vol et il pouvait surtout craindre, disons, à cette époque, conserver par deux Versoix des grandes quantités d'or, c'était pas très bon pour la santé. Bon. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le bus la nuit, le lendemain matin, avec sa cruche qui contenait je pense, ça devait faire plus que 10 kilos d'or, qu'il a vaguement dissimulé sous une couverture. Il a pris le bus tout à fait tranquillement avec les kolkhosiens pour aller à Tachkent et apporter ça en fait à la banque, de façon à ne pas être accusé d'avoir détourné quoi que ce soit. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le trésor n'est pas exposé dans un musée. Je crois qu'on peut le voir en fait je crois que c'est dans un bâtiment. C'est soit à la Banque nationale, soit dans il y a un musée spécial pour les objets d'or, les objets précieux, etc. Ça doit être l'ancien palais. C'est l'ancien palais de Nicolas Konstantinovitch, qui était ce prince Romanov qui s'est retrouvé en exil, qui s'est retrouvé exilé à Tachkent parce qu'on l'avait accusé d'avoir dérobé des diamants autour des icônes de la famille, et qui y est mort, et qui était en fait qui a été un philanthrope, qui était très populaire là-bas, et dont le palais est devenu le musée des trouvailles sensationnelles. Donc ce serait, je crois que c'est exposé là-bas. Alors, ce qu'on voit, c'est une toute petite partie du contenu du trésor. Mais j'ai essayé de faire un choix représentatif. C'est en fait très éclectique. Vous avez ici une boucle qui est de la pure tradition steppique, avec un carnassier ailé, enroulé, voilà, enroulé sur lui-même, et une petite ceinture autour, décorée. Alors on dit un décor cordé, mais Véronique Schiltz a depuis montré que génétiquement c'était un motif de cœur qui dérive du motif de la feuille de vigne. Donc c'est déjà de l'art de la steppe réinterprété en contexte bactrien. Alors évidemment, c'était Certi, les Certi sur son parti, les pierres Certi sont parties. Bon voilà, on trouve ça, ce genre de choses à Tilia TP. Autre type de bijoux qu'on trouve à Tilia TP. Non, je ne l'ai pas mis là. Oui, d'accord. Alors ici, un collier avec un fermoir fait de deux pendentifs en fait cylindriques qui, eux, n'ont pas perdu leurs incrustations de pierres précieuses. Hein. Ce sont des grenats, donc c'est local, les grenats, ça se trouve au Badarchan, et des turquoises. Ça, c'est moins local, ça vient soit de Nishapur, soit du Khorezm, la principale source de turquoise à l'époque. Et c'est exactement... Alors c'est pareil, c'est un type de bijou voyageur, puisque ça peut très bien être fabriqué en Bactriane, mais en tout cas, on les connaît très bien sur les colliers des donateurs et des bodhisattvas de l'art du Gandhara. Très précisément, c'est ça qui porte. On voit très bien que dans cet art du Gandhara, on a figuré des modes vestimentaires et des modes notamment des types de bijoux que portaient les puissants du jour, lesquels étaient d'origine nomade, qui étaient soit des descendants des conquérants Saka, soit des couchants. Bien. Alors, avec la deuxième catégorie d'objets, là, on comprend beaucoup mieux où le trésor a été ramassé, c'est en Inde. Il s'agit de, excusez-moi du peu, 55 lingots d'or
qui correspondent à plusieurs étalons métrologiques. Enfin, disons, les lingots pèsent de 200 à 900 grammes. 900 grammes. Portant, pour la plupart d'entre eux, des inscriptions en écriture indienne Kharoshthi, qui ont été donc publiées. Paléographiquement, ça indiquerait la deuxième moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ces inscriptions donc, sont faites avec au pointillé, hein, vous voyez. Les inscriptions donnent des unités de poids. Elles semblent indiquer parfois au moins un propriétaire. Il se trouve qu'il porte un nom iranien, Data Mitra, donné par Mitra. Donc ça peut être en fait... Il y avait une onomastique iranienne présente dans l'Inde du Nord dès avant la conquête Kushan. Elle était arrivée par la vague précédente des conquérants indocites ou indopartes. Et puis, une des inscriptions mentionne des moines, Shramanas. Donc, c'est assez clair que ce trésor... Bon, d'abord, la date des inscriptions, deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, ça correspondrait tout à fait aux premières grandes conquêtes des Kushans en Inde, sous Kujula Kadphises, peut-être le constructeur de la ville basse de Dalverzin Tepe. Comment est-ce que ce trésor serait arrivé ici? L'explication qui vient à l'esprit, c'est que le propriétaire de la maison aurait participé à ces campagnes de conquête en Inde et aurait reçu ce trésor comme sa part de butin. Dans un contexte où les conquérants couchants pillaient encore les monastères, ce qu'ils ne vont plus faire à partir dans les générations suivantes, où au contraire, ils enrichiront les monastères par leurs dons. À ce stade-là, visiblement, ils n'ont pas ces scrupules. Alors évidemment, on peut aussi faire toutes sortes d'hypothèses. Est-ce qu'il avait vraiment reçu ça en part régulière de butin, ou est-ce qu'il s'était servi lui-même? Bon, le fait que le trésor ait été enfoui montre que... Mais ça, l'enfouissement, même si c'était une possession tout à fait légale, et c'était le mode normal de conservation des richesses en métal précieux. Le coffre-fort en Asie centrale, jusqu'à l'époque strictement contemporaine, c'est le trou creusé dans un mur ou le trou creusé dans le sol. Il n'y a pas meilleure garantie. À une époque où on n'était pas muni de compteurs Gégère. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai connu des gens en Afghanistan qui mettaient leurs économies dans un pot, ils creusaient un trou dans leur mur en pierre, ils mettaient le pot et puis ils passaient un coup de taloche, ni vu ni connu. Ce qui est plus problématique, c'est que personne n'ait récupéré ça. Alors, bon, on ne sait pas exactement quand ça a été enfoui dans la maison. Alors, bon, est-ce qu'il y a eu perte de mémoire? Est-ce qu'il y a eu changement de propriétaire? Est-ce que le propriétaire a eu des ennuis? Est-ce que la maison a été abandonnée de manière inopinée? Donc voilà, ça c'est quand même un premier indice que ces gens-là avaient un rapport très direct avec les maîtres du pays et étaient directement impliqués dans le processus de la conquête. Alors, un autre indice, c'est ce qu'on a retrouvé dans un sanctuaire bouddhique retrouvé hors les murs. Je vais revenir là-dessus. C'est apparemment pas un monastère. Il semblerait plutôt que ce soit un sanctuaire domestique, mais modeste, mais qui a fourni des éléments sculptés, des éléments sculptés très importants. Des têtes, voilà. On a dit que c'est une tête de moine. Moi, je pense plutôt que c'est une tête de Yuechi. Bon. Il y avait sur une banquette, alors il y avait une statue du Bouddha, des moines, semble-t-il, et sur une banquette, un groupe statuaire avec 3 personnages dont le vêtement drapé était couvert de bractées, c'est-à-dire des pastilles en or. C'est tout à fait typique du costume aristocratique couchant. Et l'un des personnages
représentée de manière assez fine, a une tiare couverte elle-même de bractées. Alors, on a pensé, enfin, les fouilleurs ont vraiment pensé que ce groupe statuaire représentait des gens de la famille royale. Et ce qui est curieux, c'est que la tiare de ce personnage se retrouve sur celle d'un des rois couchants, Vasudeva, qui règne de 192 à 230. Alors vous me direz, oui, mais là, il est identifié comme roi par des rubans, ce qui n'est pas le cas dans ce contexte-là. Mais bon, c'est pas non plus s'il est représenté comme protecteur du sanctuaire, ou il n'est pas forcément représenté avec les rubans royaux. Il voisine avec un autre personnage qui, lui, a également les traits, disons, conventionnels des Yuechi, la moustache, mais il est beaucoup plus modeste, vous voyez, il n'a pas de tiare, il n'a pas de bractée, il est de taille plus petite. Alors, est-ce que, on a fait l'hypothèse, est-ce que ce serait le maître des lieux et qui se serait fait représenter avec ses patrons royaux? Voilà. Il semble que ce soit une possibilité. Si on veut, bon, donc cette appartenance possible des patriciens d'Alverzin Tepe à la classe dirigeante militaire Kushan et à ses campagnes en Inde peut être, disons, mise en résonance avec d'autres œuvres de la même époque. J'ai mentionné tout à l'heure le site de Khalchayan, à 30 km au nord de Dalverzin Tepe, qui est devenu immédiatement fameux par les restes de reliefs en terre crue qu'on y a trouvés. Alors, je vais tout de suite vous dire, c'est pas ça qu'on a trouvé. Ça, ce sont des tentatives de Madame Pugatchenkova pour essayer d'évoquer la façon dont les images pouvaient être groupées. Ce qu'on a remonté, c'est au maximum un personnage entier. Souvent, c'est plutôt les têtes ou des morceaux. Depuis qu'elle a publié ça, en fait, le remontage a ensuite fait quelques progrès qui ont conduit à changer certaines interprétations. J'ai l'impression que depuis pas mal de temps, au moins 10 ans, le travail sur les fragments de Khalchayan s'est interrompu. Et ça n'a pas ils en sont restés au point où ils en étaient au moment de l'indépendance, en fait. Alors, c'est un pavillon dont on ne sait toujours pas et probablement ne saura jamais si c'était simplement un pavillon d'audience ou un sanctuaire. Les différents... Encore une fois, on n'est qu'à 30 km de Dalverzin Tepe. Donc, je veux dire, on est dans un... Voilà, les gens circulaient entre les deux, c'est évident. Et les différents panneaux, les différents murs de ce pavillon portent des compositions où on reconnaît tout de suite que tous les personnages ont le type physique yuechi conventionnel qu'on voit bien ici, enfin qu'on voit encore mieux ici. Un type qu'on a dit mongoloïde, mais qui en fait, d'après les anthropologues, ne l'est pas. C'est un type bien caractérisé avec des mentons lourds, des nez assez busqués, et puis surtout des fronts fuyants. Et quand le détail peut être indiqué, on voit qu'assez souvent, les crânes portent une déformation artificielle. Une déformation, disons, c'est pas vraiment le crâne en pain de sucre, c'est un peu le crâne en raquette. Voilà. Ils ont des types physiques vraiment... un yuechi aristocratique, ça devait se reconnaître tout de suite dans la rue. Alors, ils ont tous ce type-là, sauf un qui semble être un parthe. Alors, j'avais fait l'hypothèse que ça pourrait peut-être commémorer une alliance matrimoniale entre la famille Kushan et la famille parthe. Et ici, on a un autre relief qui est un relief de victoire, visiblement, où un prince yuechi apporte une armure en trophée. Et il semblerait que... Enfin, le cheval est complètement inventé, mais il y a effectivement une déesse dans un char, debout, de face. C'est quelque chose sur lequel
Henri-Paul Francfort va peut-être être amené à revenir tout à l'heure. Voilà. Et par ailleurs, c'est pour ça que je le montre ça ici, en relation avec cette implication probable de l'aristocratie d'Alverzine Tepe dans les conquêtes Kushan, on a la célébration d'épisodes militaires. Alors, dans la restitution de Madame Pugachenkova, c'est une procession, une sorte de retour triomphal où des Yuechi, des archers armés à la légère, chevauchent fraternellement à côté de Bactriens qui sont eux des cavaliers lourds couverts d'armure. Alors l'origine bactrienne, le fait que les Bactriens aient eu ce type d'armure a ensuite été confirmé par la découverte d'une telle armure dans un contexte grec tardif à l'arsenal d'Aïkhanoum. Depuis, Paul Bernard a donné d'excellents arguments pour supposer qu'il s'agit en fait d'une scène de combat où les deux groupes sont affrontés. On a donc d'un côté les Yuechi et d'autres, ces personnages en armure qui du coup sont plus forcément des Bactriens, qui pourraient plutôt être soit des Parthes, soit des Sakas, cette vague précédente de conquérants dont les Kushans ont délogé d'une part de Bactriane occidentale, d'autre part du nord-ouest de l'Inde. Ça pourrait peut-être plutôt être ça. Je serais probablement amené à revenir un jour sur ces reliefs de Khalchayan en vous montrant les détails véritablement, les détails authentiques à partir desquels on a tenté ces reconstitutions. Un autre document que je voulais vous montrer pour mettre en contexte ces conquêtes Kushan dans l'Inde, c'est cet élément que j'ai publié récemment, qui est un élément central, une pièce centrale de bouclier en bronze, de bouclier c'est soit de bouclier, soit de falaire de cheval. Vous voyez, ça pourrait être ce détail qui est indiqué là. Alors que voit-on ? Il y a évidemment toute une histoire derrière. On voit deux Yuechi, leurs têtes sont absolument très facilement reconnaissables. C'est très frappant de voir comment dans les anciennes illustrations, dans les illustrations des anciennes publications soviétiques montrant déjà des portraits de Yuechi, l'image du chef couchant ressemble à celle de Staline. C'est extrêmement... c'est tout à fait... bon, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ils combattent pas à cheval, ils ont laissé leurs chevaux derrière. Ils se combattent à coups d'épée, s'apprêtent à se combattre à coups d'épée. Ah, vous voyez les petits points sur le pantalon, là ? C'est les bractées dont j'ai parlé tout à l'heure, les disques d'or qu'on voit sur la tiare. Là, il est en armure, mais dans certains cas, on voit les bractées sur la tiare de Vasudeva. Voilà, c'est ça. Et vous remarquerez que leurs carquois sont vides et les chevaux sont attachés derrière. En fait, c'est l'image traditionnelle dans les contes de la steppe, c'est le dernier combat. En général, c'est soit le 7e combat, soit le 3e combat. Ils se sont d'abord combattus à dos de cheval avec des armes de jet. Et ces premiers combats ayant été vains, ils terminent à pied. C'est le combat d'Olivier et Roland dans la légende des siècles. Voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts et ils terminent à pied. C'est l'ultime épisode du combat de deux Yuechi. Alors ça va se finir soit par la mort d'entre eux, avec l'autre qui se lamente sur lui, soit par la fraternisation. Bien. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça se passe en Inde. Derrière, ce sont des feuilles de palme. Ce n'est pas un élément végétal qui indique une scène en Asie centrale. C'est un épisode, alors réel ou épique, qui se passe dans le contexte de la conquête Yuechi de l'Inde du Nord. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur les connexions politiques, les connexions militaires
de ces riches habitants d'Alverzin Tepe. Donc vous voyez tout de suite que, bon, à Campir Tepe, ils avaient aussi des connexions militaires, mais c'est vraiment pas du même ordre. Un autre détail que j'aurais dû mentionner, c'est que vous vous rappelez que dans l'urbanisme, dans le réseau des rues de Campir Tepe, toutes les rues, tout est fait pour que les rues convergent. Les rues aboutissent tous à l'entrée d'une tour. Tout est fait pour que les habitants soient immédiatement mobilisables pour la défense des tours. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez le rempart avec ses tours et le rempart creux, mais alors il y avait peut-être effectivement une rue courant du côté intérieur, c'est même probable, bon. Mais le réseau des rues n'est pas fait en fonction de l'arrivée immédiate d'une population toujours sur le pied de guerre qui va garnir les tours. C'est différent. Alors, un autre élément qui met d'Alverzin Tepe très à part de Campir Tepe, c'est l'emprise, on pourrait peut-être même, semble-t-il dire, l'hégémonie du bouddhisme. Vous avez vu, vous vous rappelez qu'à Campir Tepe, on n'a rien trouvé de bouddhique, à part une petite terre cuite. Strictement aucun indice de la présence du bouddhisme. Alors, est-ce justement une confirmation indirecte de ces hypothèses vers lesquelles on vient maintenant, que, en fait, l'enracinement du bouddhisme au nord de l'Hindoukouche n'a pas été aussi précoce qu'on l'a dit, et que c'est plutôt un phénomène de la deuxième partie de l'Empire couchant, sachant que Campir Tepe est abandonné soudainement vers 150. À Dalverzin, qui a vécu plus longtemps, le bouddhisme est présent et même, peut-on dire, omniprésent. Il est incontestablement présent dans deux bâtiments et dans deux monuments, et on peut même dire aujourd'hui un troisième, bien que les fouilleurs ne l'aient pas reconnu. On a d'abord donc le premier, tout au centre de la ville, ce bâtiment reconnu en 1982. Il a fait l'objet d'un gros article en anglais par son fouilleur Bahadur Turgunov dans East and West en 92. C'est vraiment, là on voit bien, c'est vraiment un sanctuaire bouddhique avec, vous voyez de ce côté-là, en fait, bon, c'est pas vraiment dessiné mais c'est décrit, il y a un gros massif sur lequel on montait par un escalier et qui doit, avec une entrée souterraine ici. Souterrain, oui, un corridor creusé. C'est très vraisemblablement un stupa dont on faisait le tour rituellement par une galerie creusée dans la masse de la maçonnerie, comme on a d'autres exemples. La cour avec bassin à ablution et probablement des cellules autour. Ça n'a pas été fouillé complètement. Bon, là, c'est incontestablement un grand sanctuaire bouddhique. J'ai mentionné, en ce qui concerne donc ce sanctuaire, j'ai mentionné donc la statue du bodhisattva géant qui tendrait à indiquer qu'il a vécu tardivement et peut-être même jusqu'au IVe siècle. À un moment où la ville, semble-t-il, est déjà en déclin, il y aurait toujours un lieu de culte au centre de la ville. C'est un phénomène qu'on retrouve ailleurs en Asie centrale, des villes qui dépérissent mais qui restent des lieux dont finalement le dernier monument qui subsiste ce sont les grands lieux de culte. Et hors les murs, au nord de la ville, donc cet endroit qui a fourni donc ces portraits supposés royaux, et qui, lui, n'est pas... Alors voilà, ils ont compris ça comme un stupa, mais c'est très peu probable parce que, normalement, un stupa, on en fait le tour de tous les côtés, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Par ailleurs, il n'y a rien qui indique là que c'est pu être vraiment un monastère. Il n'y a pas de cellule de moines. Gérard Fussman, qui a récemment repris la totalité des informations sur le bouddhisme au nord de l'Hindoukouche, dans un article à paraître,
pensent qu'il s'agit plutôt d'une sorte d'un sanctuaire privé qui peut-être était en annexe à une maison. D'où, alors voilà, salle des rois, et puis voilà, ici, donc ce serait la chapelle avec les statues du Bouddha, etc., et la salle des rois où il y aurait donc les protecteurs royaux, peut-être de la famille. Donc deux lieux de culte bouddhique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, justement, le problème, c'est qu'on n'arrive rien à trouver d'autre que du bouddhisme. Il existe alors, deux autres bâtiments ont donné lieu à des hypothèses sur leur appartenance à ce qu'ils appellent, dans les publications, bon, avec une terminologie un peu flottante, la forme locale du zoroastrisme. Alors parfois on dit masdéisme. Pas souvent quand on écrit masdéisme, c'est qu'on n'a pas envie d'écrire zoroastrisme, mais on ne sait pas trop non plus ce qu'on veut écrire. Bon. Voilà. C'est un quartier d'artisans qui se trouve vers la partie sud de la ville. Vraiment pas très bien avec leur plan. Et voilà. Voilà, donc la grande maison aristocratique est ici, le temple bouddhique est là, le sanctuaire hors les murs est là, et le quartier d'artisans est ici, près de Bassin. Pas étonnant que ce soit près de Bassin, puisque c'est un quartier de potiers, des gens qui consomment énormément d'eau. Alors, c'est voilà, des unités d'habitation modestes, quand même là un petit salon de réception, des fours de potiers, vous voyez, tout autour. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la partie arrière, toute la partie ouest, voilà, tout cet ensemble de pièces s'est trouvé détaché, enfin isolé du reste. Et là, on peut difficilement douter que ces locaux aient eu une affectation cultuelle. Pourquoi? Parce que là, c'est clair, on n'a pratiquement pas de vaisselle de cuisine. On a au contraire beaucoup de vaisselle qu'on est bien obligé de dire rituelle. Ici, c'est en pierre, c'est évidemment un petit hôtel, enfin un petit hôtel, disons, un brûle-parfum. Ces autres petits hôtels qu'on a ici, avec le récipient où brûler la flamme qui devait être, qui se trouvait donc en haut. Ici, alors c'est très curieux, c'est pas signalé ailleurs. Il ne signale pas non plus de traces de feu, parce que c'était pour déposer des offrandes. Enfin, on a l'impression des espèces de petites maisonnettes. C'est pas signalé du tout ailleurs. Et puis un certain nombre d'objets, disons, qui paraissent votifs. Une palette ici en schiste avec une image extrêmement, un hippocampe extrêmement grossière, enfin, plutôt un centaure extrêmement grossier. Des petits cachets qui semblent représenter des divinités, mais dans un style tellement grossier que c'est très difficile de faire des identifications. Et puis, donc, dans une des pièces, un groupe statuaire qui semble avoir comporté, en terre crue, qui semble avoir comporté deux femmes, voilà une, et chacune étant flanquée d'un enfant. Alors voilà, bon, la coiffure typiquement bactrienne avec les cheveux en rouleau, et ici ce détail où je reconnaîtrais volontiers un calatos, bon, hein, donc, typique de l'iconographie divine, le boisseau de blé dans les cheveux, mais Michael Schenker me signale quand même que c'est très à l'arrière pour un calatos et que ça a plutôt l'air d'être un chignon. Bien. Et donc, oui, les enfants sont nus. On voit, c'est des sculptures, c'est des modelages extrêmement grossiers. Extrêmement grossiers. Et bon, les fouilleurs ont pensé, ont supposé, ils ont appelé ça la grande déesse bactrienne. Alors, bon, la grande déesse bactrienne, donc on ne lui donne pas de nom, elle protège les enfants en bas âge, elle est particulièrement vénérée par le prolétariat, puisqu'elle se trouve dans un quartier de potiers, ça peut aller, bien. Jusqu'au moment où patatras, un excellent historien d'art de Samarcande, Kazim Abdoulayev, a complètement remis l'interprétation sur pied.
Parce que dans le vestibule, il y avait cette peinture qui est fine, qui est bien exécutée, c'est fait par un professionnel. Ce n'est pas du tout le style des grossiers, des modelages en terre crue, mais on n'avait jamais pu l'interpréter. Alors ce qu'on voit, c'est qu'on voit ici l'arrière d'un cheval, avec une queue apparemment raidie, enfin disons torsadée, raidie, un personnage ici debout qui tient quelque chose. Le dessin a été fait en fait par quelqu'un qui ne comprenait pas tout à fait tous les détails qu'il dessinait. Et ici, des femmes qui apparaissent au rez-de-chaussée et d'autres qui apparaissent à un étage, alors peut-être un balcon. Bien. Kazim Abdoulayev a trouvé ce que c'était. C'est la scène du grand départ du Bouddha qui quitte sa capitale de Kushinagara pour aller embrasser la vie monastique. Après un grand banquet, alors c'est très souvent représenté dans l'art du Gandhara parce que ça permet de représenter des musiciens, etc. C'est très émouvant parce que quand il s'en va, en fait, des petits démons, des petits génies, des yakshas aident à la clandestinité de son départ en soulevant les sabots des chevaux pour que le bruit du cheval qui marche n'éveille pas l'épouse du Bouddha, laquelle épouse il veut ménager. Et donc il veut partir, il quitte le domicile conjugal dans la clandestinité, mais comme il est encore un roi, il est le prince Siddhartha, il a derrière lui quelqu'un qui tient un des attributs royaux par excellence, qui est l'ombrelle, qui est là, qui tient le fût de l'ombrelle au-dessus de sa tête. Et on a les dames au balcon qui font les adieux. Alors voilà, ici, le cheval, c'est exactement, avec la longue queue raidie, c'est exactement la même composition. Ce personnage-là avec le bras, et il faut restituer ici un long fût, enfin une longue tige, un manche d'ombrelle, et les dames au balcon. Donc c'est une composition bouddhique parfaitement orthodoxe. Donc, on pourrait dire, ça signe le sanctuaire. Ce n'est pas de la religion locale, du culte de la déesse mère, de la Bactriane, de ceci, de cela. C'est un contexte qui est bouddhique. Et à ce moment-là, évidemment, on a une interprétation qui se présente pour la déesse, enfin la supposée déesse avec les enfants nus. C'est une image très vénérée dans le bouddhisme gandharien. C'est la déesse Hariti, qui est protectrice des jeunes enfants. Vous en voyez un ici, voyez. Et elle est en couple avec Panchika, le dieu buveur de vin. C'est vraiment le couple divin le plus populaire dans l'art du Gandhara. Alors il y a toute une histoire. Hariti, d'après une légende, était une ogresse qui mangeait les enfants et Bouddha l'a convertie et du coup elle est devenue la protectrice des enfants. Sauf qu'entre-temps, Grégory Chopin, dans une conférence au collège l'an dernier, nous a montré que tout ça c'était de la mauvaise interprétation de texte et que cette légende n'avait rien à voir et qu'en réalité Hariti n'était pas du tout une ogresse, c'est une femme qui a demandé la protection du Bouddha sur ses enfants. En tout cas, elle a donc un kalatos ici, donc peut-être ce qui serait à reconnaître sur la déesse en terre crue du sanctuaire. Je ne dirais pas quand même que Hariti est complètement restée du côté du bouddhisme, parce qu'elle a aussi un pied dans le zoroastrisme local, puisqu'elle est assimilée. Elle fait l'objet d'une double assimilation. Une assimilation, peut-on dire, religieuse avec la déesse bactrienne, enfin la déesse avestique du don de la récompense qui est donc Ashi, en bactrien Ardwarsh, qu'on dit généralement Ardoksho, parce que c'est comme ça que ça s'écrit en bactrien. En fait, ça se prononçait Ardwarsh. Et une assimilation iconographique au type de la tuquet, tenant la corne d'abondance. Donc, on a là, disons, on aurait là un petit ensemble. C'est vraiment le seul cas où on peut faire un peu de sociologie du bouddhisme, de ce bouddhisme urbain bactrien. On voit que
bon, ce culte à la déesse de la prospérité, et peut-être aussi à son époux, le dieu du vin, bien, se trouve installé dans un sanctuaire, parce que ça c'est vraiment un sanctuaire, modeste, inséré dans un quartier d'artisans, plus spécifiquement un quartier de potiers. Alors, bon, il y a une expression. Alors, très curieusement, bon, ils n'ont pas pu faire appel à un grand artiste pour le groupe sculptural de Hariti et des enfants qu'elle protège. En revanche, ils avaient sous la main un très bon peintre qui a représenté donc cet épisode de la légende du Bouddha. Donc, exit le temple de la religion purement locale à Diyalverzin Tepe, c'est à nouveau le bouddhisme. On va la semaine prochaine continuer là-dessus, puisqu'il existe encore un autre supposé temple qui pose des problèmes, et problèmes pour lesquels je pense maintenant être à même d'apporter une solution complètement inattendue. Et puis après cela, donc, nous tâcherons de faire la synthèse de ces informations sur ce site qui n'était assurément, enfin j'espère vous en avoir convaincu, n'était pas du tout un site banal, visiblement au cœur même de la région d'abord occupée par les Yuezhi, une ville qui est restée majeure et dont la population est restée très impliquée dans la fortune politique de l'Empire couchant. Voilà, donc, peut-être on va marquer une petite pause. Oui, alors ça c'est pour la prochaine fois. Et alors, on a un petit peu mordu sur l'heure du séminaire, donc on ne va pas faire de pause. J'avais annoncé une discussion sur la nature des cultes d'Aïranoum, et notamment les cultes du grand temple d'Aïranoum. Donc, il se trouve qu'Henri-Paul Francfort vient de publier un important article sur la question. Il va donc nous faire une première présentation, après quoi Paul Bernard devait être parmi nous pour en discuter. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais nous espérons l'avoir la semaine prochaine pour poursuivre la discussion. Et j'invite également donc Lauriane Sève, qui prépare la publication du temple en question et qui a ses propres idées sur les points dont on va discuter, de nous rejoindre ici. Et puis, voilà, j'essaierai de parler le moins possible.